Gérald Perrier de Groupe Perrier. Comment ça a commencé? Je pense que vous étiez auparavant professeur. Oui, j'enseignais au Cégep de Jonquière. J'ai été là pendant 6 ans, dont les 3 dernières années, j'étais responsable de toute l'équipe de formateurs industriels en santé-sécurité. Et puis, c'est bon comme question parce que les 2 dernières années que j'étais au Cégep, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette organisation-là, mais le Cégep n'avait pas comme mission de faire de la consultation. Le gouvernement, à l'époque, offrait aux jeunes qui voulaient quitter leur sécurité d'emploi au gouvernement de démarrer une entreprise. Alors, il te donnait un coup de main financier pour démarrer l'entreprise. C'est ce que j'ai fait en 1986 pour pouvoir. C'est là que l'entrepreneur est né. Oui, il existait probablement un peu intérieurement avant, mais c'est là qu'a été le grand saut là, de Gérald Perrier comme entrepreneur. Il y a 2 choses qu'on fait, concrètes, pour vous l'expliquer de façon la plus concrète possible. Alors, il y a le travail très terrain ou accompagner une organisation à mettre en place une bonne démarche qui mobilise les gens de tous les niveaux, de tous les postes, envers la prévention. C'est vraiment de les supporter à mettre en œuvre les activités. Un exemple, les accompagner dans de l'analyse de risque. Directement sur le terrain, à faire de l'analyse de risque liée à une machine qu'on a à opérer à haut risque ou une tâche d'entretien qui peut être en hauteur, un autre job où ça implique des équipements lourds, des piétons. On va les accompagner directement dans l'application de la prévention. On va les coacher à faire le changement qu'ils ont à faire. Moi, un jour, je me suis dit, non, pas question qu'on fasse de la formation comme tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous ailleurs dans le monde. Il y en a des consultants ailleurs dans les autres pays capables de former quelqu'un sur comment faire l'enquête et l'analyse d'un accident qui s'est produit. Alors, on a initié des simulations. Alors, on met les gens avec des acteurs dans une situation proche de la réalité et ils ont à réagir à un événement qui s'est produit. Ils doivent interviewer les témoins, travailleurs, superviseurs et ils doivent se positionner dans l'analyse des causes fondamentales. Un comité de sécurité, ça se tient tous les mois. Quand au Brésil, en plus, il y a un technicien de sécurité et c'est une obligation légale. Vous avez, par la suite, pris de l'ampleur à un point tel que vous êtes maintenant à l'international et de façon absolument incroyable. Oui, bien, en fait, l'international, c'est venu, je dirais, de 2 voies. La première, puis selon moi, c'est la plus importante, il faut avoir une vision dans la vie. Alors, moi, je suis un Saguenayen d'adoption. Hein? Je suis arrivé ici en 1980 comme enseignant au Cégep de Jonquière et j'ai toujours eu en tête que peu importe où je serais, où j'habiterais, que je serais en communication tôt ou tard avec des organisations, des personnes. Et là, on parle d'une époque où il n'y a pas de web, là. Il n'y a pas de... Les réseaux de contacts, de communication, c'est nos revues professionnelles, c'est un petit téléphone ici, un petit téléphone là. Puis, ça venait de moi, là. Ça me travaillait, comme on dirait, là, en bon québécois. Puis, j'avais ce besoin de découvrir puis d'aller me matcher un peu avec ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et ça a commencé avec la France. Qu'est-ce qui fait que, justement, Alcan, à l'époque, qui aurait pu prendre n'importe quelle autre firme de consultant en santé et sécurité, que ce soit d'Europe ou d'Amérique, disent non, on fait confiance à quelqu'un de Chicoutimi? Bien, Alcan a été la première entreprise d'envergure mondiale avec qui on nous a demandé d'aller dans différents endroits du monde. Le vice-président de l'époque me demande, est-ce que vous êtes prêt à nous aider, même dans la division emballage? Mais là, M. Perrier, on va avoir besoin de vous dans diverses langues. Alors, ça parle plusieurs langues chez Alcan Emballage à travers le monde. Oui. Et vous avez l'équipe pour nous aider? Oui. Bon, bien sûr, Stéphane, je n'avais pas toute l'équipe pour les aider, mais la réponse, c'était oui, on va le faire. Donnez-moi un peu de temps, donnez-moi 2-3 mois et je vous trouve les ressources qu'on a besoin, que ce soit pour intervenir en chinois, en néerlandais ou autre. 요거 3개만 해도
그러면 얼마나 다운돼요, 이게? 얼마나? On a, depuis les 15 dernières années, fait environ, je vous dirais, un peu plus de 60 pays. Là. Mais c'est pas plus compliqué de faire des choses en Russie. Ben, par moment, peut-être oui, là. Mais dans les circonstances que nous, on a réalisé les choses, ça n'a pas été plus compliqué. Il fallait se trouver un bon partenaire à Saint-Pétersbourg qui était prêt à travailler avec nous dans nos standards, avec un bel arrangement financier, une entente contractuelle, puis voilà, on le fait, là. Mais ne serait-il pas plus facile d'être installé à Montréal ou maintenant avec vos activités internationales à Paris ou New York? Je te dirais, il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse qui est la mienne, c'est que on est à 1 heure de vol de Montréal, puis faire un transit sur Montréal pour se rendre à Paris, à Francfort ou encore à Shanghai, quand on a 19 heures de vol à faire, c'est pas grave d'en faire une de plus. Vous parlez que vous travaillez avec plein de gens à travers le monde. Est-ce que vous les rapatriez à Noël, faire un party de Noël au siège social international de Chicoutimi? On fait une réunion annuelle en même temps que notre activité de Noël avec cette équipe-là que je viens de décrire. Et en début d'année, on repatrie tous nos partenaires de la zone EMOA. Et, EMOA qui est? Europe, Moyen-Orient et Afrique, pardon. Alors, on repatrie tous nos partenaires et on fait une rencontre annuelle puis une petite célébration avec ces gens-là. Combien de voyages par année vous faites? Oh, j'en fais à peu près, je vous dirais, entre 30 et 35. Là. 35 voyages par année? Oui, à peu près. À peu près. C'est pas tous des voyages à l'étranger. Plus de la moitié sont à l'étranger. Je vous dirais, je suis ici à peu près 30 % de mon temps, là, ici au Saguenay. Monsieur Perrier, vous voyagez à travers le monde. Des fois, vous vous fatiguez, le décalage horaire, ou bien donc vous êtes toujours fasciné de découvrir le monde? Ça me fascine toujours d'aller ailleurs dans le monde. Puis même si des fois, on fait un 16-18 quand c'est pas 23 heures d'avion pour aller d'un endroit qui est isolé, on n'est pas dans le cœur nécessairement du pays, là. Mais ça me fascine toujours. Toutefois, effectivement, il faut faire très attention à ne pas accumuler un trop gros backsack là, de fatigue physique et mentale. Je l'ai vécu, ça m'est arrivé de me rendre compte, puis ça va te faire sourire, la façon que je m'en suis vraiment rendu compte, c'est dans la pratique d'un sport que j'adore, qui est le golf. Alors, j'ai un handicap qui a grimpé de 7 en l'espace d'une saison. Nous, notre distinction, puis c'est celle que moi j'ai toujours voulu faire grandir comme chef de cette entreprise-là, c'est une distinction qui porte sur tout l'aspect humain et organisationnel. Si tu exerces un effet impactant sur les gens, puis pour eux, ils voient ça winner, ils voient ça gagnant, puis ils pensent qu'effectivement, ça va être impactant dans leur business, ils vont l'essayer, ils vont se laisser coacher, ils vont se laisser aider dans cette démarche-là. Sauvez-vous des vies? Définitivement. Là, mes yeux doivent briller quand je réponds à ça. Et ce que je voudrais te raconter très rapidement, moi, j'ai vécu une anecdote extraordinaire ici dans la région en 1995, alors que j'avais été dur envers les mineurs de la mine Niobec, sous terre. Je leur avais prédit, malheureusement, un mort à l'intérieur des 3 prochains mois si on ne prenait pas un virage envers la prévention. Et j'avais mis le nom de chaque mineur dans une boîte. Et j'avais dit, où on pige, puis ça, c'est la personne qui va mourir dans les 3 prochains mois. C'est provocateur comme approche, mais ça fait du bien de temps en temps. Ou encore, on laisse la boîte là et on travaille en équipe, puis on se met une belle démarche de l'avant, mais il faut définitivement que vous considériez que votre propre comportement doit changer, celui de vos dirigeants
Tout le monde. C'est qui, justement, qui est plus dur à mobiliser? Est-ce que c'est les travailleurs qui, c'est leur sécurité, leur propre sécurité, mais qui parfois, peut-être, y croient plus ou moins, ou bien c'est les supérieurs? C'est un mix des deux. Ouais. Ça varie beaucoup d'une organisation à l'autre. Mais c'est quoi la différence du groupe Perrier? C'est notre capacité de travailler avec l'humain. Ça, c'est la distinction qu'on a chez Perrier. Puis le faire avec différentes cultures. J'imagine que de travailler avec des gens en Inde et de travailler avec des gens en France. C'est pas pareil. Pas seulement les travailleurs qui voient ça positif d'appliquer la longue procédure de cadenassage pour barrer sa machine pour qu'elle soit sécuritaire avant de commencer une job d'entretien, mais également d'amener les dirigeants à voir ça très positif de mettre en place une démarche de santé-sécurité. Les Français ont une culture de conformité légale. Ils ont une réglementation qui est impressionnante. Toutefois, dans la vraie vie, le comportement du travailleur, autant le comportement de ceux qui dirigent, qui gèrent l'activité, n'est pas toujours conforme. Donc, il y a comme un paradoxe, puis il faut bien la comprendre, cette culture-là. C'est pareil si on va en Inde. Il faut comprendre la culture des gens de ce pays-là. En Chine, je vais te donner un bel exemple. Je me rappelle, la première fois que je suis allé travailler en Chine, on travaillait sur comment donner du feedback pour renforcer positivement le comportement d'un travailleur qui a fait une bonne job. Il y a un dirigeant chinois qui vient me voir et qui me dit « Gérald, il faut que je te parle. » Il dit « On a un petit problème parce qu'il dit « Nous, en Chine, on n'a pas le droit de féliciter un travailleur. C'est contre-culture. » tu sais. Mais par contre, on adore cette approche-là. Il faut juste trouver une manière de le faire faire à nos superviseurs, à nos chefs de service, de manière à ce qu'ils ne vivent pas qu'ils ont félicité un employé. Il faut qu'ils créent un effet que c'est bon ce qu'ils ont fait, mais sans les féliciter. On pense souvent aux mines, à l'industrie lourde, mais est-ce que ça dépasse ça? Ça dépasse ça. Alors, dans l'industriel, on retrouve dans notre liste de clients des gens qui sont, par exemple, dans l'emballage de produits de beauté. Ah ouais, c'est dangereux, ça? Oui, mais c'est vrai qu'a priori, ça peut paraître pas très dangereux, mais quand on prend, par exemple, une usine qui fabrique les bouteilles de parfum pour une compagnie de parfum, c'est de la vitre, c'est du plastique. Alors donc, il y a plusieurs matières dangereuses qu'on utilise. Il y a des processus mécaniques où il y a des... Bon, en fait, je vous dirais, il y a toute la gamme des risques physiques, mécaniques, biologiques, ergonomiques et autres, là, sans trop jouer aux spécialistes. Bien sûr qu'il y a des milieux qui sont des fois plus agréables à s'y retrouver, hein? Puis il y a d'autres fois, se retrouver dans un milieu où il fait 40 degrés Celsius, dans un terrain minier, en surface, c'est moins agréable, mais on partage la pratique dans ces différents milieux-là. Monsieur Gérald Perrier de Groupe Conseil Perrier, merci beaucoup, ça fut un plaisir.